Les vraies voix qui font rouler la France. Alors que l'année 2025 touche à sa fin, on va parler d'un sujet qui concerne des dizaines de milliers de personnes, l'avenir de la filière automobile en France. Une question qui se pose quand on voit l'évolution de la production dans l'Hexagone. En 2002, année record, la France avait produit 3 283 775 véhicules. En 2024, la production a péniblement atteint les 850 000 unités. Une production divisée par 4 en 23 ans, avec toutes les conséquences en série, notamment en termes d'emploi. Le Sénat a donc fait un rapport sur l'avenir de la filière automobile, rapport sorti il y a quelques semaines et assorti de recommandations, 18 au total. Rapport d'information intitulé « Contre un crash programmé, 18 mesures d'urgence pour l'industrie automobile française ». Alors, on se pose cette question, la filière automobile a-t-elle encore un avenir en France? Si oui, sous quelle forme? L'ingénierie, la production, les deux? Plein d'autres questions se posent à nous et on va en débattre avec notre invité du jour, Alain Cadec, sénateur LR des Côtes-d'Armor et rapporteur de cette mission d'information. Bonsoir Alain Cadec. Bonsoir. Alors, tout d'abord, comment est née cette commission? Qui en a eu l'initiative? C'est la commission des affaires économiques du Sénat, sous la responsabilité de Dominique Estrosi Sassone et moi-même. J'ai souhaité mettre en place cette commission et ça a suscité de notre part un déplacement en Chine, puisque tout le monde nous disait les Chinois arrivent avec leurs automobiles, on voudrait voir un peu comment ça se passe. Et donc nous sommes allés en Chine, à Pékin et à Shanghai, pour visiter les constructeurs automobiles. Et là, on a été évidemment effrayés. Qu'est-ce qui vous a le plus effrayé? L'avance technologique des Chinois. C'est fou parce qu'il y a quelques années, on disait ils pompent les technologies européennes, on doit faire des transferts de technologie. Ouais, mais là, je pense qu'ils ont pris entre 10 et 15 ans d'avance sur les nouveaux véhicules, notamment les véhicules électriques, mais pas seulement, véhicules hybrides également. Et en plus, ils ont une productivité exceptionnelle, évidemment, par rapport à nous. Et surtout, je dirais, pendant très longtemps, on a dit ouais, le Made in China, c'est nul, c'est pas bien, c'est pas de la qualité. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Aujourd'hui, les Chinois font des voitures qui sont du niveau aujourd'hui des premiums allemands ou des premiums français. Donc, évidemment, ils lorgnent sur le marché européen, voyant que nous, on n'avance pas beaucoup. Alors, en 2002, on va faire un petit point déjà. Année record, je le rappelle, la France avait produit 3 283 775 véhicules. En 2024, on a péniblement atteint les 850 000. En 2018, la part de marché de la production automobile française en Europe était de 12,1%. On est tombé à 7,4% en 6 ans. Comment expliquer cette dégradation alors que nous avons 2 constructeurs nationaux plus un japonais qui produisent dans l'Hexagone? Je dirais en premier lieu d'abord merci les Japonais, parce que c'est vrai que l'usine de Valenciennes et Toyota permet de maintenir un peu un chiffre correct. Mais nos constructeurs français sont des constructeurs compétents, qui essayent de faire le maximum. Mais aujourd'hui, on a un choc de compétitivité, très clairement. Avec c'est vrai aussi que nos propres constructeurs ont fait fabriquer aussi dans d'autres pays de l'Union européenne qui ont des coûts moins élevés en production. Oui. C'est vrai pour Citroën qui est allé en Espagne, à Vigo par exemple. Oui, qui est une des plus grosses usines de Stellantis d'ailleurs. C'est vrai que oui, c'est Stellantis maintenant, mais Citroën c'est à l'ancienne. Oui, bien sûr, mais c'est l'usine Citroën, absolument. Ça reste Citroën. Et donc, il y en a qui sont fabriqués en Slovaquie, voire en Turquie, en dehors de l'Union européenne, et à des coûts évidemment beaucoup moins élevés. On paye là le prix, en partie, il faut bien le dire, des 35 heures. Mais alors, comment expliquer, vous parlez de la Slovaquie ou de la Turquie, alors là c'est les Clio par exemple, là c'est pas Stellantis qui viennent de Turquie, ou les Twingo qui viennent de Slovénie. Aujourd'hui, l'Espagne produit le double de véhicules particuliers de la France. L'Espagne, c'est pas les salaires des pays de l'Est. Comment expliquer cette différence alors que l'Espagne n'a pas de constructeur local, à part Seat, mais qui fait partie du groupe Volkswagen, et comment expliquer qu'on soit du simple au double, on produise moitié moins que les Espagnols, qui vivent pas avec 300 € par mois? Non, mais ils sont quand même inférieurs au coût de production des Français, et ils travaillent davantage. Ils travaillent beaucoup plus. La durée du travail hebdomadaire est plus élevée en Espagne qu'en France. Donc ça joue aussi, parce que et je pense que c'est un élément important, essentiel même. Par ailleurs, c'est vrai que la structure de l'Espagne, la structure en région un peu fédérale,
permet aussi à des États, en quelque sorte, enfin en tous les cas, je pense à la Galice notamment, oui. de subventionner l'installation d'usines, par exemple. Hein. Oui, parce que c'est un État très décentralisé, l'Espagne. Complètement. Ou par exemple, je ne sais pas, Nissan ou Volkswagen qui sont en Catalogne. C'est ça. Évidemment. C'est ça. D'accord. Alors, il y a quand même deux choses. On a vécu des fermetures massives d'usines en France ces dernières années. Sur les 40 dernières années, il y a eu Citroën à Levallois, Renault à Boulogne-Billancourt, Citroën à Aulnay, enfin Est-ce que c'est unique? Oui. Et là, il y a du chômage partiel. Hein, oui, bien sûr. Est-ce que c'est uniquement le coût du travail qui a causé ces fermetures? Pas uniquement. Je pense que on a aussi nos constructeurs se sont un peu endormis. Sur leur laurier. C'était un fleuron de l'industrie française. L'automobile, et ils se sont un peu endormis sans doute, notamment dans les technologies nouvelles, et donc ça aujourd'hui ils payent le prix, quoi. Hein. Alors votre rapport s'intitule Contre un crash programmé, 18 mesures d'urgence pour l'industrie automobile française. Je rappelle que vous en êtes le rapporteur. Oui. Est-ce que l'industrie automobile, et après on va analyser une partie des 18 propositions, recommandations que vous faites avec vos collègues du Sénat, est-ce qu'on risque vraiment un crash pour l'industrie automobile, sachant que c'est 350 000 salariés en France, la filière automobile? C'est ça, 350 000 salariés directs, oui. Mais vous rajoutez 450 000 salariés pour les équipementiers, pour la maintenance, pour les concessions, pour les garages, donc c'est considérable. Hein. Ah, c'est énorme. Donc ça fait en tout 800 000 emplois. Mais on n'a rien fait non plus pour sauver cette industrie. Aujourd'hui, y compris les pouvoirs publics, on voit bien que la crainte qu'on peut avoir, c'est que on ait un scénario à la type sidérurgie dans les années 80. Dans les années 80. Avec le plan acier en 84 de mémoire. Voilà. Et ça, je dirais que ça nous pend au bout du nez. Alors, les décisions européennes en plus là-dessus, c'est un drame absolu, quoi. Je pense notamment à l'interdiction de vente des voitures thermiques à partir de 2035, qui est une aberration économique et y compris écologique d'ailleurs. Sur laquelle ils sont en train de revenir, c'est d'ailleurs... Alors, oui. Oui, allez-y, oui. Alors, bonne nouvelle, mais ça, récente, il y a quelques jours. Il y a quelques jours, puisque la Commission européenne a considéré que c'était le moment de revenir sur cette obligation, ou cette interdiction, en tous les cas, de le graduer dans le temps. Oui. Et d'essayer de favoriser, ce qui, à mon avis, est une bonne idée, la vente des voitures hybrides, ou ce qu'on appelle les range extenders, c'est-à-dire les véhicules qui ont, les Chinois le font très bien, qui ont un petit moteur thermique qui génère de l'électricité et qui permet aux véhicules de rouler propre. D'accord. Et c'est donc revenu en arrière, mais comment expliquer, parce que c'est votre recommandation numéro 1 qui a donc été suivie, repousser l'interdiction... Je vais d'ailleurs remercier chaleureusement Madame von der Leyen, puisque pour une fois, elle nous écoute. Repousser l'interdiction de la vente de moteurs thermiques et confier à la Commission européenne le soin de fixer, en accord avec les industriels, une trajectoire dégressive soutenable pour atteindre cet objectif. Le Sénat français l'a fait, la Commission européenne a suivi, mais on a un sentiment, notamment les gens qui nous écoutent, c'est qu'on prend à Bruxelles des décisions non réfléchies, non concertées, sans étude d'impact, ce qui est dingue. Là, c'est l'exemple type. Bon, écoutez, j'ai eu la chance, moi, d'être député européen pendant 10 ans. Je connais le fonctionnement de la Commission européenne, je connais le fonctionnement du Parlement européen et du Conseil. Et donc, on voit bien, là, c'est vraiment quelque chose d'irrationnel de prendre ce type de décision. On sait qu'économiquement, ça va être une catastrophe. Et on y va quand même. Alors, je ne parle pas des normes, parce que les véhicules européens, et français en particulier, on va vous dire, ils sont chers. Ils sont chers parce qu'ils sont beaux d'abord, ils sont bien faits, ils sont... on manque de productivité, mais aussi, ils sont, comment dirais-je, pénalisés par l'accumulation des normes. Je ne sais pas si vous avez vu, mais maintenant, dans les véhicules neufs, on est obligé, par exemple, d'avoir quelque chose qui vous prévient quand vous approchez d'un autre véhicule. Ça clignote quand il y a une portière qui est mal fermée. C'est ça. Enfin, je veux dire, des tas de petits trucs qui, au bout qui du coûtent compte... des 100 euros, plus 200 euros, plus 90 euros. Et moralité, sur un véhicule qui pourrait coûter 20 000, par exemple, on arrive à 30 000 euros. Oui. Ça, c'est quand même la surnorme dont on parle beaucoup également dans l'agriculture. C'est ce qu'on appelle la surtransposition. Oui. La surtransposition. La deuxième recommandation, c'était mettre en œuvre le principe de neutralité technologique, reconnaître en particulier le caractère de carburant neutre en carbone des biocarburants. Oui. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis plus le paquet sur les biocarburants? Je pense à un pays, on a mis des millions d'hectares en jachère. Prenez un exemple comme le Brésil, où on roule à l'alcool de canne à sucre massivement depuis des années.
Mais je constate là que, justement, dans les propositions de la Commission récentes d'hier, c'est que, justement, ils vont mettre l'accent sur ces biocarburants. Et il est temps de le faire, en fin de compte. Oui. Il y a des technologies nouvelles qui permettent, par exemple, dans ma région, la Bretagne, c'est expérimental, mais de liquéfier le méthane de la méthanisation. Oui. Donc ça va être une porte, quelque part, oui. de cercle vertueux. Vertueux, en fait. oui. Donc, c'est de l'économie circulaire, ça, c'est recyclable. Tout à fait. Et donc, et on a, comme vous le disiez tout de suite, il y a des pays où ils roulent beaucoup avec ce genre de carburant. Hein. Le Brésil en est un, mais il y en a bien d'autres. Il y a un autre élément que je voulais dire aussi, c'est que cette décision un peu aberrante de l'Union européenne, suscitée par la Commission et validée par le Parlement européen, d'interdire la vente des moteurs thermiques, il faut savoir quand même que c'est le seul endroit au monde où on a interdit la vente des véhicules thermiques en 2035. Vous regardez sur une carte du monde... Mais personne ne l'a fait. Il y a l'Europe et la Californie. Oui. Point. Qui n'est pas un État souverain. Non, mais qui est un État, qui est un État dans l'État fédéral des États-Unis, mais c'est tout. Je veux dire, pas un autre pays au monde n'a fait une chose pareille, ou un groupement d'États. Donc c'est aberrant, et c'était vraiment se tirer une balle dans le pied. Alors, je salue la décision de la Commission européenne, mais qui a pris cette décision, non pas, sans doute, parce que le Sénat a fait un bon rapport, mais surtout parce que les Allemands ont mis la pression. Et M. Merkel a mis la pression sur l'Union européenne, et je vous rappelle quand même... Que la présidente de la Commission européenne, elle était également allemande. Oui, Madame von der Leyen. Il y avait un autre point, le troisième, poursuivre la R&D dans le domaine des moteurs thermiques moins émetteurs de CO2. On a l'impression qu'on a renoncer aux progrès techniques, parce que je me rappelle à l'époque, les premiers moteurs diesel, notamment sur les 504, c'était des 2 litres 4, 2 litres 5, 2 litres 8 qui faisaient 50 chevaux. Aujourd'hui, avec un 1 litre 5 turbo, ça fume plus noir. Et est-ce qu'on a renoncé aux progrès techniques pour vouloir abolir le thermique? Dans le cadre de cette commission d'information, on a auditionné, on a fait 30 auditions. 60 structures et presque 200 interlocuteurs. Et notamment, tous les grands constructeurs. Et moi, j'ai posé la question à tous les grands constructeurs, enfin, tous les grands, ils sont pas très nombreux, mais aux grands constructeurs qu'on a en France. Auditionnés en France, ouais. Il y a Renault et Stellantis. Stellantis. Ils continuent la recherche et développement en matière thermique. Mondial. Parce qu'on sait on sait qu'aujourd'hui, on est capable de faire des petits 3 cylindres ou des voitures de 1,5 litre, 2 litres de cylindrée qui consomment pas beaucoup, et qui émettent quasiment rien. Et qui ont de la puissance et du couple, donc qui permettent de transporter une famille. Et puis, un autre élément, les véhicules électriques, 100% électriques, d'abord, il faut des bornes pour les recharger. Et vous allez expliquer ça dans la ruralité. Oui. Eh ben, c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné. Ben justement, on va continuer à en discuter avec vous, Alain Cadec, dans cet entretien passionnant pour parler de ce rapport d'information contre un crash programmé. 18 mesures d'urgence pour l'industrie automobile française. On se retrouve dans quelques instants. Les vraies voix qui font rouler la France. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Alain Cadec, rapporteur du rapport d'information du Sénat contre un crash programmé. 18 mesures d'urgence pour l'industrie automobile française. On continue cet entretien, Alain Cadec. Vous faites une proposition assez, avec les sénateurs, assez iconoclaste, alors surtout vu la religion de la Commission européenne. Je cite la recommandation numéro 4, relever les droits de douane sur les véhicules électriques chinois afin de limiter drastiquement les importations et de rétablir une concurrence équitable sur le marché européen, le temps que les acteurs européens se mettent à niveau. Mais c'est tout le contraire du logiciel de la Commission qui est pour le libre-échange total. Non mais on peut être libéral, c'est mon cas, et proposer l'instauration de droits de douane responsables. Est-ce que les Chinois se gênent, eux ? Est-ce que les Américains se gênent ? Le président Trump, c'est ce qu'il a fait. Il les annonce en direct à la télévision, en plus. Donc, je pense que il est nécessaire pour l'Union européenne de prendre ses responsabilités et de mettre en place des barrières douanières. C'est évident. Mais est-ce que vous avez fait un rapport sur le risque de crash de l'industrie automobile française ?
Est-ce que d'autres pays sont dans le même cas? On ne l'a pas cité, mais un pays comme l'Italie, par exemple, a beaucoup souffert également son industrie automobile de la concurrence, notamment chinoise. La production automobile de l'Italie a fortement baissé également, un peu à l'image de la France d'ailleurs. Hein. Ou oui. alors l'Allemagne qui aujourd'hui a des difficultés parce qu'on voit que Ford faire à Sarrelouis, donc à la frontière française, il y avait d'ailleurs des centaines de Français travailleurs frontaliers qui y travaillaient. L'usine de Cologne, toujours Ford, réduit les effectifs. Et est-ce que le problème, il y a un risque de crash, pas seulement français, mais européen? Ah oui, incontestablement. D'ailleurs, Volkswagen actuellement souffre beaucoup. Va sans doute être obligé de faire du chômage technique dans les mois qui viennent. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, la Commission européenne, sous pression allemande, a pris ces décisions-là. Parce que c'est pas vrai que pour la France. C'est vrai pour l'Allemagne et c'est vrai pour l'Italie, qui sont les trois grands producteurs de voitures. Avec l'Espagne. Hein. Avec l'Espagne, oui, mais je veux dire avec des constructeurs nationaux. Des constructeurs, quoi, qui sont nationaux, quoi. Hein. Donc, oui, bien sûr, tout le monde est touché parce que là, actuellement, les Chinois sont en ce qu'on appelle en surcapacité, c'est-à-dire qu'ils produisent plus de voitures qu'ils n'en consomment. Je rappelle quand même qu'ils sont 1,4 milliard. Oui. Et malgré ça, ils en produisent davantage. Donc, ça veut dire qu'ils sont prêts à envahir le marché européen. Ils sont prêts. Ils font des véhicules 100% électriques, ils font des véhicules hybrides. Et donc, et je rappelle quand même aussi, c'est important, c'est que s'agissant de ces deux types de véhicules, les batteries sont des batteries chinoises. Oui. Et quand bien même on fabrique des batteries, nous en France, dans le nord de la France, avec ACC par exemple, oui. Eh bien les composants qui fabriquent ces batteries sont des composants chinois. Oui. Donc on est totalement dépendant. Tributaire. Complètement dépendant des Chinois. Complètement dépendant. Alors c'est sûr que si on met des barrières douanières, ça va coincer un peu, c'est certain, mais c'est une des solutions, en tous les cas, à envisager. Vous parlez, et ça c'est très important, la souveraineté, c'est la recommandation numéro 12, mettre en application dans les meilleurs délais la stratégie européenne sur les matériaux critiques, soutenir la création de hubs minéraux pour l'approvisionnement, le traitement et la transformation des matériaux critiques, regroupement plusieurs acteurs pour obtenir des effets d'échelle, favoriser la création d'une filière du recyclage des batteries. Est-ce que là, on n'est pas à la rue, notamment sur les terres rares dont on a besoin pour faire les batteries? On est totalement à la rue, parce qu'on est complètement dépendant, encore une fois, notamment de la Chine et d'autres pays, mais surtout de la Chine, en ce qui concerne les terres rares, parce qu'eux, ils ont beaucoup d'avance sur le fait de collectionner les terres rares, de les récolter, de les transformer, de les exploiter. Et donc, aujourd'hui, oui, on est complètement à la rue, c'est certain. D'ailleurs, tout le monde en est conscient. Maintenant, on en est conscient, mais on n'a rien fait depuis 10 ans. Est-ce qu'on est en retard par rapport, outre les Chinois, les Américains? Oui. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Les Américains ont pris de l'avance là-dessus, même si ils ont relancé leur production de véhicules thermiques, puisque le président Trump est très attaché au V8. Oui. Donc les gros moteurs américains qui font un bruit inimitable. Oui, mais qui consomment beaucoup et qui émettent beaucoup de CO2. Oui. De CO2 hein. Donc c'est pas très raisonnable. Mais bien sûr que oui, on est dépendant de tout ça et on a besoin de prendre des mesures qui nous permettent de l'être moins. Et pour ça, il faut se regrouper. C'est ce qu'on propose pour être plus fort. Mais imaginons. Si on avait des terres rares en France pour trouver des métaux... On en a identifié. Oui, est-ce qu'on peut les exploiter? Parce qu'avec toutes les mesures écologistes où on ne peut pas exploiter par exemple le gaz ou le pétrole de schiste qu'on a en quantité en France, est-ce qu'on a le droit de les exploiter dans l'état actuel des choses? Il faut avoir des permis d'exploitation, évidemment, des permis de recherche. Il y a des endroits qui ont été identifiés en France où il y a des terres rares. Notamment du lithium, par exemple? Oui, par exemple. Mais... avant de convaincre, vous le savez très bien, nos collectifs écologistes, radicaux, c'est pas gagné. Hein. Oui, mais ils sont peut-être pas non plus, même avec beaucoup d'efforts, possibles à convaincre. Ça me paraît impossible. Enfin, je veux dire, on n'y arrivera pas. Faire une carrière aujourd'hui en France pour récupérer des cailloux, pour faire des routes, c'est quasiment impossible. Oui. Donc, puisque tout de suite, vous avez un collectif qui se lève et qui dit non, parce qu'on touche à ci, on touche à ça. Moi, je suis très attaché à la préservation de la biodiversité et de la nature, mais ça peut pas se faire au détriment du progrès économique. C'est pas possible. Sinon, on va tout perdre. Sinon, on devient un pays du tiers-monde. Alors, il y a... Mais ça va pas tarder si ça continue comme ça. Hein. Ah oui, donc... Je vous signale quand même que le PIB par habitant en Pologne va, dans moins de 5 ans, dépasser le PIB par habitant en France, quand même. Hein.
Quand on se souvient où était la Pologne il y a 35 ans à la chute du mur, c'est vrai que c'est absolument terrifiant. Alors, il y a un point important. Vous, la recommandation 14, harmoniser les règles relatives aux aides publiques, notamment à l'investissement au sein de l'Union européenne, et mettre en œuvre des mesures permettant de réduire le coût du travail et de l'énergie en France. Oui. On va parler de l'Europe, il faudrait sortir du marché européen de l'électricité qui nous enlève l'avantage du nucléaire. Mais bien sûr. Je suis aussi rapporteur sur la loi programmation de l'énergie. Et là, on se heurte au gouvernement actuellement. Parce que c'est vrai que dans cette proposition de loi de mon collègue Daniel Gremillet, qui en était l'auteur, on propose d'augmenter de manière importante notre production d'électricité nucléaire, bien entendu. Je vois que Flamanville, ça y est, c'est parti, on est à 100%. Oui. On produit vraiment de l'électricité, et au moins, c'est de l'électricité, comment dirais-je, on parle sans CO2. Non, mais bien sûr, sans CO2. Mais on sait exactement combien on va produire et combien de temps on va produire, ce qui n'est pas le cas d'une éolienne. Bien sûr qu'il faut un mix énergétique, mais pas n'importe comment, et pas à n'importe quel prix. Et donc, aujourd'hui, on a des coûts de production d'électricité éolienne qui sont très très élevés par rapport au nucléaire. Donc, on proposait dans cette proposition de loi de réviser tout ça. Le gouvernement ne nous entend pas et souhaite décider ça par décret, et donc je ne sais pas ce qui va sortir de ces décrets. Vous voulez donc, je le dis dans la deuxième partie de la recommandation, mettre en œuvre des mesures permettant de réduire le coût du travail en France, outre l'énergie. Est-ce que c'est pour éviter de nouvelles pertes d'emplois ? Ou est-ce qu'on pourrait recréer des usines automobiles en France ? C'est pour écoper la coque du navire ou construire un deuxième navire ? Je pense qu'il faut d'abord écoper. Oui. Et ensuite en construire un. Mais c'est vrai que si on limite les charges sur les entreprises, ce sera sûrement plus facile pour pouvoir s'en sortir. Aujourd'hui en France, les entreprises sont étouffées par les taxes, par les charges, et donc il est nécessaire de limiter ces taxes. Par ailleurs, mais ça c'est important aussi, en France aujourd'hui, on ne travaille pas assez. On ne travaille pas assez longtemps. Les 35 heures hebdomadaires, ça ne peut pas marcher. Il faut davantage de temps de travail. Aujourd'hui, en France, la France est un pays qui ne produit plus, ou quasiment plus. La preuve, là... Le déficit commercial, 100 milliards par an à peu près. Et par contre, qui consomme ? Alors, j'ai entendu des collègues élus, plus près de l'Assemblée nationale d'ailleurs que du Sénat, qui disaient on a le droit à la paresse. Oui, moi Rousseau. Moi je veux bien la paresse, c'est Madame Rousseau en effet. Je veux bien la paresse, mais la paresse, il faut la payer, la paresse, pour exister. Ou alors le niveau de vie va baisser considérablement. Alors il y a une chose importante, vous voulez encourager la production de petits véhicules accessibles sur le modèle des Kei-cars japonaises. C'est quoi les Kei-cars pour les auditeurs qui connaissent pas ? Les Kei-cars sont des toutes petites voitures de 3,50 m. De 2 places ? 2 ou 4 places, mais c'est des petites voitures avec des petits moteurs. En l'occurrence des moteurs électriques, des petits moteurs électriques ou des moteurs hybrides, et ça permet, mais ça c'est réservé, disons, c'est réservé, c'est plutôt fléché vers la clientèle urbaine, en fait. Mais c'est vrai que ça marche très bien au Japon. Ce sont des tout petits véhicules qui coûtent pas trop cher. Je crois que, je suis même sûr que à la fois Stellantis et Renault font de la recherche et développement dans ce sens. D'accord. Et ça pourrait être produit en France potentiellement ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. Et ils sont très sensibles à ça. Aujourd'hui, on voit par exemple qu'à Douai, les Renault, Douai et Maubeuge, les R4 et les R5 marchent bien et se vendent bien a priori. Ouais, elles sont quand même un peu chères encore. Oui. C'est le problème, c'est ça. Elles se vendent bien en étant chères. On a passé les 100 000 R5. Mais elles sont magnifiques. C'est des véhicules très surtout bien. Surtout pour ceux qui ont connu les originales comme vous, moi. Tout à fait. Non, mais elles sont bien conçues, ils sont bien fabriqués. Je veux dire, c'est des beaux véhicules. Il faudrait des véhicules un peu plus simples, un peu plus spartiates. Et c'est là où ça heurte aux normes européennes. Ah oui, notamment en termes de sécurité, le nombre d'airbags. Alors la sécurité, on veut pas y toucher, mais il y a des éléments qui sont vraiment des éléments de confort en fait, quoi. Vous voulez créer, c'est dans la recommandation 18, un Airbus européen du logiciel embarqué. Est-ce que c'est pas la mise en musique d'une théorie des Japonais qui disent que maintenant une voiture c'est un téléphone portable avec 4 roues? C'est complètement ça. D'ailleurs, à l'occasion de notre... Des Chinois, pardon, pas des Japonais. À l'occasion de notre déplacement en Chine, on a notamment découvert, moi j'ai découvert un constructeur automobile qui s'appelle Xiaomi. En fait, Xiaomi, c'est un fabricant de téléphones. Absolument. Et qui s'est mis à faire des automobiles magnifiques. Mais évidemment, les véhicules aujourd'hui, surtout les véhicules électriques, bien sûr, c'est un concentré d'électronique
Et voilà, donc on a tout intérêt, nous, Européens, à se regrouper, à faire, comme on le dit dans le rapport, un Airbus de l'automobile, en fait, et de la recherche automobile dans ce cadre-là. Il nous reste 1 minute 30. Quel est l'avenir de la filière automobile française? On peut encore la sauver ou pas, Alain Cadec? Écoutez, par nature, je suis un peu optimiste. Ce qui est quand même une bonne chose. Je reste optimiste, quoi qu'il arrive. Donc, c'est ce que je souhaite, en tous les cas, vivement, parce que après la téléphonie, après la sidérurgie, si on perd notre industrie automobile, qu'est-ce qui va nous rester? On est en train de perdre notre agriculture. Enfin, excusez-moi, mais si on perd l'industrie automobile, on perd aussi la sidérurgie, qui est le premier consommateur. Oui. Regardez en Allemagne avec la baisse de production qui sonne compte de licencier massivement. Donc, on le voit avec ArcelorMittal. Donc, il faut absolument qu'on fasse quelque chose, parce que c'est... Et pour ça, j'espère que... Alors déjà, cette décision de la Commission européenne va dans le bon sens. J'ose espérer qu'ils sont en relation, je le pense, avec les industriels, avec ceux qui fabriquent des automobiles, de façon à prendre des décisions pertinentes et en collaboration avec ces gens-là, avec ces professionnels. Mais à terme, on peut espérer un rebond. Maintenant, si on regarde la situation, si on l'analyse, ça va mal. Ça va mal et on va vers le crash. Mais il faut prendre des dispositions. Mais nous avons perdu une bataille, mais peut-être pas perdu la guerre de l'automobile. Peut-être pas perdu la guerre de l'automobile. En tous les cas, je ne le souhaite pas. Non, on ne le souhaite pas du tout, surtout sur Sud Radio, qui est la radio de l'automobile. Je rappelle que vous avez une émission automobile tous les jeudis soirs, Les Vraies Voix qui font rouler la France, avec Cécile de Minibus, qui est en vacances et votre serviteur, et tous les samedis avec Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault, qu'on embrasse. Ce très bon rapport d'information contre un crash programmé, 18 mesures d'urgence pour l'industrie automobile française, dans lequel on apprend plein de choses. Et bien à nouveau, joyeux Noël, et nous, on se retrouve demain, 18h, pour Les Vraies Voix.